Donc on va commencer la première session avec Christophe. Donc je vais te demander de me rejoindre. Bonjour à tous, merci pour l'invitation déjà. Je suis ravi d'être ici et de vous présenter 2-3 bricoles. Je vais commencer déjà par, donc on va commencer par des sujets qui fâchent un petit peu. On va essayer de les rendre si possible sympathiques. Mais sans doute que Julien et Pierre m'ont fait venir en début de programme exprès pour qu'on liquide les questions qui nous ennuient et ensuite on passe à des choses sympathiques. Je vais tout de suite parler d'une chose qui est encore moins sympathique et je vais le dire tout de suite, je suis chimiste. Je suis désolé. Ouais, personne n'est parfait. J'ai un parcours de chimie analytique, alors je ne sais pas si ça atténue un peu l'effet, la chimie orga, j'ai laissé. J'ai commencé dans l'instrumentation analytique, la chromato essentiellement, la chromatogaz. Ensuite, je suis passé dans la chimie des parfums et récemment, j'ai démissionné de cette belle maison pour fonder le Labo Durable et essayer de mettre un petit peu plus ensemble des convictions personnelles et qu'elles soient d'ordre intime, entre guillemets, et professionnel. Donc, et oui, là je commence et là ça devient sévère. Juste pourquoi, et essayer de replacer un tout petit peu mon action dans un certain contexte. Les limites planétaires, vous en avez peut-être tous entendu parler. Depuis un an à peu près, les médias sont emparés un peu plus de ces sujets qui sont hautement importants. Les limites planétaires, on comprend tout ce que c'est. Quand vous avez fini votre verre d'eau, à part si on le re-remplit, il n'y en a plus. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais il y a une autre notion scientifique qui est très intéressante au niveau des laboratoires et au niveau de la société en général. C'est ce qu'on appelle le point de bascule. Et le point de bascule, scientifiquement, on a beau essayer de se dire qu'on a des choses posées, des unités et des chiffres. Le point de bascule, c'est... après, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est réversible, si ça reviendra, si ça ne reviendra pas et qu'est-ce qu'il y aura derrière. Et un autre point qui est capital pour démarrer cette session, c'est vraiment d'avoir en tête systématiquement, quand on fait des choix, de faire un distinguo entre des faits et des opinions. Les opinions, elles sont toutes entendables, mais les faits, une fois qu'ils sont établis, ils sont établis. Et aujourd'hui, oui, quand je vous dis « il fait chaud », moi j'ai chaud avec ma veste parce que j'ai toujours chaud, mais ça c'est différent, ça c'est une opinion, j'ai un petit peu chaud, c'est un feeling. Un fait, c'est 2 degrés, c'est 2 degrés. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous regardez votre étuve, alors il y a une incertitude, mais les études, j'ai vu tout à l'heure une machine, elle était à 37,5, elle est à 37,5. Vous pouvez penser ce que vous voulez de 37,5, mais c'est 37,5. Et là, j'ai sorti un petit graphique du GIEC, qui est assez connu d'ailleurs maintenant, qui est l'estimation d'évolution des températures. Et ce qu'on peut voir, c'est finalement, après, donc là, on a différents scénarios, vous en avez déjà entendu parler, plus ou moins pessimiste, plus ça monte, moins c'est optimiste. Mais entre 2020 et 2040, qui est à peu près, moi, très égoïstement, la frange de temps qui m'intéresse, puisque après 2040, ça commencera à se gâter, entre 2020 et 2040, on n'est plus sur des estimations, on est aussi sur des modèles qui sont relativement proches. Donc là, on est sur la projection. De dire maintenant qu'à 2040, on ne sait pas trop, non, on sait très bien. Entre 2020 et 2040, on sait prédire, on ne sait pas connaître exactement la fréquence des choses, mais on sait prédire et donc on sait si on réfléchit un petit peu à nos activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, on pourrait savoir comment bricoler quelque chose qui nous convienne encore. Donc pour les années à venir, il va falloir gérer ce que j'appelle de l'optimisation sous contrainte. Les besoins ont également évolué, alors qu'en 1700, on avait, avec trois éléments du tableau périodique, je la trouve intéressante cette façon de présenter. Oh, j'ai pas lancé mon chrono. Ouais. Là, il commence à stresser. Là. Ce que je lui ai dit avant que j'avais une presse de 40 minutes. Donc avec trois éléments, on bricolait quelque chose de sympathique. Enfin, en tout cas, on vivait. Je ne dis pas qu'on vivait bien en 1700, mais, parce que je ne me souviens pas. Mais en 2000, voilà, il nous faut beaucoup plus, on exploite beaucoup plus le tableau périodique des éléments. Et un problème n'arrivant jamais seul, si encore toutes les ressources au niveau du tableau périodique étaient réparties uniformément à la planète, à la surface du globe, ce serait sympa. Sauf que, non, c'est plus rigolo si on rajoute des contraintes géopolitiques à l'affaire. Alors, la transition numérique, là, je ne vais pas vous parler de mes opinions, mais plutôt de faits.
Les demandes en matière première critique, elles vont quand même évoluer d'un facteur 15 d'ici à 2030. Et 2030, là, on est vraiment dans la petite fourchette que je vous ai montrée. Donc, il va falloir pas mal de choses si on veut assurer les grands progrès qu'on nous promet. Et moi, il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, c'était une étude d'Alcimed lors du Forum Labo. Je ne sais pas si certains y sont allés, non pas cette année, mais l'année d'avant. Oui. Où, d'après une étude, alors je ne sais pas comment elle a été faite, mais moi c'est toujours l'objet d'une grande perplexité, les attentes des scientifiques, c'était objets connectés, réalité augmentée, plus de connectivité et de fiabilité. Ça m'a laissé songeur. Alors moi je veux bien tout ce qu'il y a, hein, j'aime bien jouer les casques en réalité virtuelle là, pour aller faire des jeux vidéo, c'est sympa. Mais j'ai trouvé qu'il manquait un truc, c'est que moi alors que ma préoccupation était quand même de me dire, avec les chiffres que j'ai 2-3 choses qui m'inquiètent un peu sur la pérennité des structures. Ouais, les objets connectés, oui, mais qu'on en fasse une attente effrénée. Hier, on a visité Microcept et il y a plein de choses qui m'ont... C'est pas parce qu'ils sont là que je le dis, hein, mais la visite m'a aidé à voir plein de choses qui m'ont paru aller dans le bon sens et j'ai pas l'impression que... Ok, la connectivité pour les thermomètres, c'est bien, mais les opérateurs connectés, je ne suis pas sûr qu'au quotidien, les gens qui travaillent et qui font les manips, ça reste à voir. Donc, quelque part, aujourd'hui, pour nous, pour moi, pour mon équipe, il y a quand même un équilibre à rétablir. Alors qu'on parle de justesse, répétabilité, de reproductibilité en permanence dans les validations de méthode, et c'est ce qu'on attend d'un rapport, hein, vous allez le voir après dans les autres présentations de la journée. On nous parle aussi de productivité, tout à fait, mais quelque part, moi, la pérennité et l'impact environnemental, sous cet angle-là, c'est quelque chose qui manquait, à mon sens, dans toutes les démarches et dans toutes les réflexions. Donc aujourd'hui, pour moi, les vrais défis des managers, ils sont de 4 ordres. Conformité, résilience, recrutement et optimisation. Optimisation, je ne vais pas vous faire un long laïus là-dessus, ça devrait vous parler. C'est qu'en gros, on optimise tous les coûts dans les structures tels qu'on le fait pour notre portefeuille au quotidien. Le recrutement, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, je me souviens de Emmanuel Faber, le PDG de Danone, qui disait « Dans les années à venir, si vous voulez séduire et les recrutements dans nos filières sont un véritable enjeu, il faudra avoir des valeurs, il faudra les tenir surtout. C'est-à-dire qu'on ne fera pas venir... Ah, j'ai même tué déjà un... Mais je peux parler plus fort comme ça au moins. Non, j'ai une vraie justification pour ne pas prendre le micro. Et promis, je parle plus fort. Est-ce que là, quand même, vraiment, au fond, hein, je m'attends... À part ceux qui ne veulent pas lever la main parce qu'ils ont un problème d'audition, mais... Non, tout va bien? Vraiment? Ah, et du coup... Ah oui, non, j'ai un petit micro là. Donc, ils sont de 4 ordres. Emmanuel Faber disait pour le recrutement, en effet, si on veut séduire des jeunes cadres à l'avenir, et c'est nos métiers aujourd'hui, hein, en tout cas à mon âge, c'est en tout cas d'assurer la relève ensuite, c'est d'avoir des jeunes performants et les jeunes, alors il y a un peu de tout sur les études, c'est pas si défini, mais en attendant, ceux qui sont vraiment préoccupés par la situation et qui souhaitent aller dans le sens d'une pérennité d'un certain nombre d'actions, oui, c'est des choses qui importent. Mais la conformité, par rapport à tout ce que vous faites au quotidien, vous êtes bien placé pour le savoir, en microbio, il faut les honorer. Donc, quelque part, il y a un certain nombre de choses sur les limitations de l'impact environnemental, de décarbonation, climat et résilience, loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique. C'est des choses auxquelles il faudra de toute façon souscrire. Et je viens finalement à l'élément qui est le plus important, qu'on ait des convictions ou pas, aujourd'hui, ah ouais, mais si en même temps il passe l'aspirateur, ça ne va pas le faire. Hein. On t'entend bien. La résilience, c'est peut-être l'élément le plus important. Aujourd'hui, l'essentiel des activités de ma structure, c'est d'assurer aux managers et aux managers qu'à 5 ans, on va avoir des structures qui tiennent la route et qui peuvent être encore rentables. Alors quand je dis rentable, ce n'est pas accumuler des richesses sans plus pouvoir, mais c'est assurer que chaque personne dans l'entreprise a un revenu décent de son travail. Donc quelque part, si on veut assurer un travail, on veut assurer la raison d'être d'une structure, il faut assurer sa résilience. Donc il faut faire en sorte que les structures n'aient pas d'éléments qui empêchent le fonctionnement. Vous avez tous en tête les ruptures de
semi-conducteurs qu'il y a eu et qui ont touché énormément de secteurs. Dans les laboratoires, il y en a eu des encore plus durs au niveau analytique. Il y a eu la rupture en gaz d'hélium qui a beaucoup chafouiné et les structures de recherche et même le secteur de la santé, puisque c'est ça qui refroidit, je ne vous le souhaite pas, les IRM dans lesquels on va passer 20 minutes de temps en temps quand on se pose 2-3 questions. Mais voilà, l'hélium, par exemple, a coupé énormément d'activités de contrôle dans énormément d'industries. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire des audits pour assurer qu'il ne va pas y avoir de rupture et de cassure dans la chaîne. Donc aujourd'hui, les actions, elles doivent être de 2 ordres. Atténuer pour éviter l'ingérable, c'est-à-dire que ce qu'on ne saura pas faire ensuite, et de 2020 à 2040, c'est le pas de temps que je vous ai montré tout à l'heure, c'est s'adapter pour faire en sorte qu'on arrive à faire tourner nos structures. Et ça va se faire à différentes étapes, différents cycles. Au niveau des méthodologies, donc hier en visitant, j'ai pu voir aussi un petit peu tout ce qui était structure et validation des méthodes d'analyse, et puis ça sera aussi l'objet d'une présentation si ma mémoire est bonne. Donc on va faire des analyses de cycle de vie pour l'instrumentation, que ce soit des fournisseurs ou des clients. On va accompagner des bilans carbone des laboratoires et on va aussi s'intéresser à des installations de type pilote. Alors, quelle approche? Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé avec faits et opinions. Ça ne vous surprendra pas si je vous parle aujourd'hui chiffres unités. Aujourd'hui, vous ouvrez LinkedIn. Franchement, je me demande même pourquoi je vous parle de ça, parce que tout va bien. Tout le monde a des métriques, or, quelque part, on en est des fois à faire des choses qui sont intéressantes d'un point de vue personnel parce qu'on pense que c'est bon. Mais des fois, moi le premier, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis presque décidé à lancer cette structure, c'est que j'avais une idée, j'étais à peu près sûr que c'était la bonne, et qu'il fallait passer avec des générateurs d'hydrogène à la place d'avoir un camion diesel qui m'apportait les bouteilles chaque matin, ou toutes les semaines. Sauf que ça, avec mon brillant jeune docteur il y a 2 ans, ça a été battu en brèche parce que je me trompais complètement. Ce qu'intuitivement me paraissait juste était totalement faux. Ça dépendait énormément du mix énergétique et d'un certain nombre d'hypothèses que je n'avais pas pris en compte. Et pourtant, c'était quand même un peu mon métier. Donc l'analyse de cycle de vie aujourd'hui, c'est la pierre angulaire de notre travail quotidien. Et en fait, c'est une réflexion de chaque objet. Tiens, ce beau micro, il est composé de plein de choses. Je vais le décomposer. J'ai échangé tout à l'heure avec un des fournisseurs et je lui disais, tel objet, on pourrait le décomposer, il faudra regarder. Et il y a une telle interconnexion aujourd'hui, une telle complexité des schémas entre des pièces qui viennent de Chine, d'ailleurs, et des assemblages qui sont faits à droite et à gauche, qu'il est très difficile. Et c'est vraiment une science à part maintenant de calculer cet impact environnemental et d'avoir, basé sur la norme ISO 14040, quelque chose de fiable. Mais c'est la seule solution pour... Aujourd'hui, vous me dites, est-ce qu'il vaut mieux un gobelet en carton ou un verre et le laver? Je vais vous dire, je ne sais pas. Il faudrait le calculer et avoir des schémas d'utilisation. Donc, il y a eu plein de choses dans la littérature qui ont trait aussi au fait que la recherche est indicée sur le nombre de publics, qu'elle soit bonne ou pas que vous faites. Mais quelque part, on va éviter le bricolage parce que vous trouverez plein de petits outils qui sont très empiriques, qui ont l'air super sympas avec des jolies couleurs. Vert, alors vert c'est génial, on en met partout. Moi, mon spécialiste ACV, il est daltonien, donc je vous dis pas l'embrouille. Donc tout ça, on va éviter et on va surtout partir sur des logiques de chiffres. Et ce qui va vous permettre vraiment d'avoir des visions globales, c'est l'expertise multicanale. Vous allez avoir une réflexion métier, une réflexion sur l'impact environnemental et de temps en temps un peu d'algorithmie aussi pour calculer tout ça. Ensuite, si on veut faire quelque chose qui fonctionne bien, on ne peut pas se satisfaire juste d'un seul morceau. Aujourd'hui, on nous rabâche, alors c'est pas bien que je dise ça parce qu'il faut le faire encore, mais on nous rabâche du carbone, mais il y a bien d'autres impacts qui sont importants. Pourquoi on traite aujourd'hui du carbone dans les médias et au niveau science? C'est parce que, quand même, c'est un peu le problème le plus urgent à régler. Oui, l'acidification, machin, en effet, la biodiversité, c'est aussi un souci, mais la biodiversité représente une complexité encore bien supérieure au carbone, alors que déjà le carbone, on ne s'amuse pas tous les jours. Donc, une réflexion, qu'est-ce qu'elle doit composer comme élément? Toujours un audit où on réfléchit sur ce qui va se faire.
Ensuite, on conçoit et on adapte des pratiques, que ce soit des méthodes analytiques, des méthodes microbio, des stratégies R&D. Ensuite, on fait des calculs d'impact environnementaux et d'ACV. Si vous n'avez pas dans vos démarches un peu de formation et de sensibilisation, les personnes ne comprennent pas ce qu'ils font et c'est un petit peu dommage. Et dernier élément et pilier de la chose, et on serait bien bête en ce moment de ne pas y penser, c'est que l'innovation est quand même assez bien soutenue en France, avec notamment le crédit impôt recherche. Et surtout pour des petites structures, quand on met en place une nouvelle stratégie, elle est généralement innovante parce que pour l'instant c'est très standardisé et très, j'aime pas le mot, mais j'ai que celui-là, conventionnel. Là, ça donne souvent droit à des crédits impôt recherche. Alors si vous suivez tout ça, vous allez éviter des choses comme, alors je dis surtout pour les fournisseurs qui sont aidés par des cabinets de conseil en com, une empreinte carbone négligeable, au bout d'un moment, ça fera sourire. Parce qu'une empreinte carbone négligeable, vous sentez déjà au doigt mouillé tout ce que ça peut comporter. Moi, négligeable, je ne sais pas trop ce que c'est. Et alors qu'elle n'a pas été calculée, que l'empreinte même est une notion un petit peu floue, on est déjà dans quelque chose de pas sympathique. Alors bon, là en plus mon masquage a changé, c'est Labo & Co, je leur en veux pas, hein. C'est Montésar qui est en train d'écrire dans les dernières lignes et qui est hystérique à chaque fois qu'il voit des trucs pareils, donc il me les envoie, c'est rigolo. Je n'en ai fait qu'un, mais j'en ai 15. Donc aujourd'hui, pour moi, le laboratoire du futur, il doit être connecté, mais pas connecté au sens où en général on l'entend au niveau électronique, mais connecté à la réalité. Donc rapidement, ça veut dire des ACV sur le matériel, ça veut dire des mesures, c'est-à-dire qu'on veut tous améliorer les choses en première intention, mais on enjambe à chaque fois la notion de constat. Et quand vous voulez vous lancer dans un achat de maison, en général, vous regardez si vous avez de l'argent pour le faire ou si on va vous prêter de l'argent. Non? Ah bon, j'ai eu peur. Qu'est-ce que vous êtes riche dans la microbio. Oh la merde, j'ai loupé un truc. Donc en fait, pareil au niveau science, avant de faire quelque chose, on va établir des mesures. Et de toute façon, si vous voulez faire un bilan carbone c'est sur un an, ça ne se fait pas comme ça. Si vous me demandez demain de vous faire le bilan carbone, je vais vous dire il faut des mesures. On ne les a pas. On va regarder. Ensuite, il nous faut un gestionnaire de suivi centralisé et derrière, bilan carbone du labo, identification des points chauds. Ce qu'on appelle les points chauds, c'est les points de faiblesse de la structure. Et ensuite, on écrit un peu. Alors moi, je viens de la R&D, hein, alors écrire des protocoles et compagnie, c'est pas mon kiff. Mais bon, il faut quand même, et de temps en temps, c'est utile de le faire. Politique environnementale, mise en place d'indicateurs et ratios, formation et plan de résilience. Alors, quel roadmap pour ça? Je vais faire assez rapidement. Sinon, je vais me faire gronder. 4 points essentiels, comprendre l'activité, identifier les besoins et faire un état des lieux opérationnel, technique. Mesurer la contribution de chaque élément du labo à l'impact environnemental global. Et c'est à ce moment-là qu'on va identifier les défauts de résilience. Bon, ça passe par tout ça. Ça, vous l'aurez dans la presse et à la limite, on peut en discuter un peu plus longuement parce que là, sinon, je vais dépasser. Identifier et hiérarchiser les leviers de réduction des impacts environnementaux. Donc là, quelque part, on va réfléchir à ce qui est important, urgent, pas urgent. La matrice d'Eisenhower, si certains sont partis dans des séminaires de managers, c'est incontournable. Et derrière, on va définir des indicateurs et des ratios. Et ça, on essaye. Alors, je ne suis pas un grand fan. Il ne faut pas partir dans des systèmes que personne ensuite, pour lesquels c'est pénible au quotidien d'effectuer des suivis. Mais à terme, ces 4-là, efficacité ou efficience, vous mettez ce que vous voulez, quantité de déchets produits, quantité de données produites, consommation énergétique. Si vous tournez autour de ces 4-là, vous serez déjà pas mal. Et enfin, après tout ça, il faut le faire vivre. Donc, route d'aiming, amélioration continue, plan do act. Et là, je vous ai mis à côté toutes les catégories d'impact. Comme je vous disais tout à l'heure, on parle souvent de tunnel de carbone, c'est-à-dire qu'on ne regarde que le carbone actuellement. Mais ok, on peut avoir des fois un bilan carbone qui soit un peu élevé, mais éviter, par exemple, une écotoxicité marine problématique. Ça, après, ce n'est pas un outil que vous dit exactement. Il faut choisir entre ça et ça. C'est-à-dire que chaque contexte mènera peut-être à des solutions
différentes et appropriées à ce contexte, qu'il soit d'ailleurs géographique ou humain, ou quand vous devez faire avec une structure telle qu'elle est. Dernier point, avant de laisser le pupitre, je voulais juste vous rappeler que les investissements et les achats sont aussi un puissant levier de réduction des impacts. Alors, les investissements achats étaient déjà un puissant levier d'optimisation de la gestion de l'entreprise, mais quelque part, quand les deux se rejoignent, c'est encore mieux. Donc, je repars sur des choses extrêmement simples. C'est quelque chose qui est extrêmement approprié pour beaucoup de structures de recherche, qu'elles soient publiques ou privées. On a une question métier, une question sociétale, comment on veut y répondre, et à cela, on va répondre avec des moyens humains, des moyens matériels et financiers. Déjà, souvent, dans cette logique-là, il y a un biais. On pense plus facilement aux moyens matériels, de temps en temps, l'embauche laisse un peu à désirer. On se dit qu'avec des machines, on va y arriver. Et le gros problème, c'est que faire des plans de financement en prévoyant l'investissement d'une machine X, Y, Z, ça, tous les secteurs achats savent bien le faire. Moi, le premier, qui suis un grand fan de jouets analytiques, et c'est pour ça que je suis parti dans cette filière-là, voilà, un nouveau GCMA, c'est quand même des budgets importants, mais oui, j'ai en tête, je pense à ça en premier, je pensais à ça en premier, simplement, il en résultait ensuite une frustration assez grande parce que le jouet était livré, alors je vais prendre une chromato liquide, j'étais tout content, j'avais envie de partager mon enthousiasme avec l'équipe, je sentais un enthousiasme assez modéré qui m'énervait au plus grand de manière extrêmement importante. Et puis après la pause café, un jour, il y a une collaboratrice qui m'a dit je suis super content d'avoir une nouvelle chromato, mais moi au quotidien, si tu savais comme je galère avec Excel. Et c'est là qu'on a démarré ce travail de traitement des données dont je vous ai évoqué l'existence tout à l'heure, parce que finalement, si je veux bien faire mon métier en tant que manager, il fallait que je réfléchisse réception d'échantillons, préparation d'échantillons, méthode. L'instrumentation était une part importante, mais le traitement des données et la capitalisation de l'information était également un point capital. Or, quand vous mettez 120K sur une machine, après il n'y a plus rien, et vous n'avez pas finalement adressé ni la problématique de votre collaborateur, ni la problématique de pérennité dans l'entreprise. Donc le but du jeu, ensuite avec tous mes budgets, c'est que j'ai commencé à travailler le reconditionné, j'ai commencé à travailler mes budgets autrement, j'ai envisagé la réparation de matériel, donc c'est ça auquel je pensais hier quand tu nous as montré l'atelier de réparation, et j'ai trouvé que c'était bien à bien des égards, d'un point de vue optimisation déjà, et également d'un point de vue valeur de l'entreprise, et puis de se dire qu'on pousse le matériel, ça oblige et ça augmente énormément la résilience. Donc en effet, quid de la résilience et de la durabilité quand vous avez mis 120K, il n'y a plus rien, tout simplement. Donc aujourd'hui, les critères d'investissement, avant les critères d'investissement, c'était performance technique, le parc, le connecté, l'image, et surtout, a fortiori dans les grandes structures, la peur de perdre son budget pour l'année prochaine. Si je ne le dépense pas, on ne va pas m'ordonner, ou on va me dire que je peux faire avec moins. Une proposition, c'est une technique adaptée à la question, une gestion raisonnée du parc, l'efficience des outils, la résilience du labo et un budget mieux réparti. Et à ce moment-là, on a une adaptation des investissements pour un laboratoire à une structure qui va être plus durable. Donc j'ai commencé avec des unités et des chiffres. Il y a une chose sur laquelle je voudrais vraiment attirer votre attention, alors au-delà de l'aspect vaguement humoristique de mon thésard, c'est que quelque part, oui, des chiffres, des unités, c'est bien, c'est froid, mais au quotidien, on travaille avec des gens, et il y a des émotions, il y a des vies, et si on ne s'intéresse pas à la vie des personnes dans le laboratoire, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très important. Là, je parle surtout en tant que manager, et si on passe à côté de cette information-là, vous pouvez le faire pour des réflexions ou en tout cas pour des convictions personnelles de vous intéresser aux gens. Mais admettons que ce soit même pas un intérêt pour vous, il n'y a pas de jugement derrière ça. En termes de réflexion et d'efficience et d'efficacité de la structure, c'est indispensable. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'ACV, l'ACV, c'est pas prendre un mode opératoire, l'analyse de cycle de vie, c'est pas prendre un mode opératoire et mettre des chiffres en face. Ça, je peux le faire. Vous pouvez m'envoyer un document, je peux le faire. Il y a de fortes chances que ça ne corresponde pas à la réalité. Parce qu'un mode opératoire, il est
je veux dire un gros mot, il est adapté par la personne qui va l'utiliser et qui va mettre en place des petites choses, des petits aménagements, sans forcément vous le dire, mais sans forcément vous le cacher également. Et si vous ne partagez pas un peu de sa vie et qu'il n'y a pas une confiance suffisante instaurée, vous allez passer à côté de cette information et c'est sous-optimal pour la structure. Merci de votre attention et au plaisir de répondre à des questions sur lesquelles je serai passé assez rapidement. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle déjà? Ah, François. Par rapport au laboratoire, ça reste une entité de production qui peut avoir un impact sur le process. Est-ce que vous estimez le gain qu'on peut avoir aussi d'un point de vue environnemental quand on fait des analyses plus rapides et qu'on peut libérer plus vite, par exemple, si on diminue la capacité de stockage, donc les chambres froides ou le stockage à chaud, est-ce qu'on gagne d'un côté et on perd de l'autre? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous prenez en compte dans votre approche? On essaye d'avoir une approche la plus holistique possible, en effet, et on essaye surtout d'éviter de travailler en silo. Ça, c'est quelque chose que j'ai particulièrement connu dans les expériences précédentes, et c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, quand on nous pose une question, on demande, on conseille de faire un audit en première intention. Alors, audit, pas au sens, à la fin, je ne vais pas vous délivrer une certification, ce n'est pas le propos, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le dessin. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision, un échange le plus large possible pour que, dans le périmètre de calcul, on puisse intégrer l'ensemble des éléments qui soient pertinents pour le secteur ou la problématique. Mais en effet, l'analyse de cycle de vie et les calculs permettent justement ça, d'objectiver finalement un certain nombre d'éléments pour que ce soit sur la fabrication, par exemple, d'un filtre. On va faire une analyse de cycle de vie pour un filtre, mais on va faire une analyse de cycle de vie d'un process. Et le process, on essaye de l'avoir finalement le plus large possible pour que toutes les contingences puissent être prises en compte et qu'on évite au maximum les externalités négatives. Alors là, on a une question un peu plus... Ah pardon, j'ai pas fait attention. Allez-y. Merci pour la présentation. Je me posais une question sur l'applicabilité des ACV dans la vie d'un laboratoire qui ne serait pas tout à fait avec des process qui sont fixes dans le temps. C'est-à-dire que est-ce qu'il faudrait refaire une ACV à chaque fois qu'on change, qu'on ajoute une nouvelle analyse? Est-ce que c'est réaliste? Parce que vous parliez d'algorithmie tout à l'heure, est-ce que ça va jusqu'à des outils qui permettent d'automatiser un petit peu l'ACV sur la base de quelque chose d'intrinsèque à un laboratoire? Est-ce qu'on peut le décliner? Est-ce que le laboratoire est autonome derrière pour le faire ou il doit refaire appel à vous à chaque fois? L'idée, c'est de conserver, on va dire, la vocation d'une structure à son métier premier. Le métier des laboratoires, je pense, n'est pas de faire de l'ACV. Et le but du jeu d'une ACV, c'est de déterminer une base, un début, dont on va évaluer en première intention les choses variables. Donc si vous me dites que dans votre process, il y a une part variable sur un des éléments, on va en tenir compte dans les calculs et les fourchetter. L'idée, c'est de ne pas être à l'unité près ou à la virgule près, mais au moins, en tout cas c'est la première intention d'une structure qui commence à travailler là-dessus, de partir sur des ordres de grandeur. Et les ordres de grandeur permettent déjà de hiérarchiser un certain nombre d'actions, et ensuite, voilà, à part si vraiment il y a des changements massifs suite à la première ACV qui donne un résultat, on souhaite par exemple complètement bouleverser un mode op parce qu'il y a des questions X, Y, Z. Là, oui, il faudrait refaire une ACV, mais globalement, quand on l'a fait sur un process, et c'est la raison pour laquelle on a même engagé beaucoup de R&D là-dessus, l'idée sur des processus compliqués comme on a en laboratoire, c'est d'avoir quelque chose de relativement robuste et on ne s'amuse pas à faire ça tous les 4 matins. Non. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On en a une petite ici en ligne. Alors, elle me paraît assez vaste. Le champ des réponses en tout cas. Quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on choisit des fournisseurs durables pour les laboratoires? Et tu as moins de 4 minutes. Merci Florent. Moi je pensais avoir 4 heures, mais c'était des vieux souvenirs d'enfance. Voilà. Je vous remercie.
Non, non. En effet, il y avait deux parties quand même dans la question. Alors c'était vraiment la prise en compte des laboratoires durables en fait. C'était des fournisseurs, c'est-à-dire la notion de finalement, comment on peut choisir un fournisseur qui s'est engagé directement dans cette voie. Et comment d'ailleurs ils ont accès aux informations aussi. Ouais, rapidement. Alors c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé. En tout cas, première intention, premier conseil, ne pas aller sur LinkedIn. Sinon, ça va pas aider. En tout cas, ne pas aller sur LinkedIn pour chercher ce type d'informations. Après, il va falloir travailler un tout petit peu, si possible avec les achats, sur les sites internet, mais c'est encore balbutiant. Et aujourd'hui, non, je suis un petit peu embêté, je plaisantais là-dessus, parce que des éléments pratico-pratiques pour choisir ses fournisseurs, c'est très compliqué. Parce que démêler le vrai du faux quand finalement même l'information... Regardez tout à l'heure, je vous ai présenté un exemple d'un fournisseur, je pourrais en prendre plein, et puis même moi, parfois, j'ai pu faire des approximations de ce type. Voilà, empreinte carbone négligeable, quand vous n'êtes pas du métier, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Et même moi, déjà, qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, il faut essayer le levier que l'on a, tous, chacun, c'est dans nos actes d'achat de demander plus d'informations. Alors, attendez-vous à la réponse, il n'y en aura pas, vraisemblablement. Ça va mettre encore du temps, mais vous pouvez regarder les référentiels auxquels sont attachées les entreprises et surtout, est-ce qu'ils publient des choses chiffrées, évaluées, suivies? Ça, c'est vraiment l'essentiel, parce que des bonnes intentions... Aujourd'hui, on est à l'époque des bonnes intentions. Très peu sont chiffrés, et moi je préfère quelqu'un qui me dit j'ai pas fait grand chose, mais je sais d'où je pars, c'est-à-dire que j'ai juste tout mesuré, j'ai rien amélioré, mais j'ai tout mesuré. Ça, c'est quelque chose qui me donne confiance. Ok, eh bien écoutez, merci à vous pour cette présentation. Je pense qu'on peut applaudir Christophe pour cette présentation.